Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. La barre des 2 millions de personnes atteintes du coronavirus dans le monde n'est plus loin. On a déjà dépassé le chiffre des 100 000 décès. Le Sénégal s'approche du nombre de 300 contaminations. Au cœur de la riposte au Sénégal, plusieurs personnalités du monde médical, parmi elles, notre invité, le docteur Abdoulaye Bousso. Bonjour. Bonjour, Babacar. Vous dirigez le COUS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire. C'est quoi exactement le Centre des opérations d'urgence sanitaire? Le Centre des opérations d'urgence sanitaire est une structure de coordination des urgences. Donc, c'est des structures de gestion, de coordination qui entrent en jeu dans la gestion des urgences. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les urgences, il y a ce qu'on appelle le cycle de gestion des urgences, qui n'est pas seulement la réponse, mais qui va depuis la phase de préparation, la phase de réponse quand l'événement de santé publique arrive, et après la phase de ce qu'on appelle le recovery, c'est après l'événement, comment on tire les enseignements. Donc, c'est des structures aujourd'hui qui sont... L'OMS a donné une forte recommandation aux pays de les mettre en place. D'ailleurs, c'est des structures qui existent déjà dans les grands pays développés. Vous les trouvez en France, aux États-Unis. Et depuis l'avènement de Ebola, c'est des structures qui sont, je peux dire, en vogue aujourd'hui. Et que l'ensemble des pays se mettent à niveau pour les mettre en place. Et pour le Sénégal, ce centre a été mis en place après l'épidémie Ebola. Donc, c'est une des leçons apprises de l'épidémie Ebola. Parce qu'en fait, pendant ce moment, avec l'ancien ministre de la Santé, le professeur Amarico Seck, on s'était dit, avec juste un cas dans le pays, tout le ministère travaillait sur un seul cas, une seule maladie. Et c'était pas possible. Il faut que le système puisse être résilient. Et ainsi, il faut avoir une structure qui puisse être en charge de la coordination des urgences de santé publique et permettre aux autres programmes de se dérouler. Donc, c'est un peu ce qui a amené à la mise en place de ce centre qui, on peut dire quand même, pour le Sénégal, reste un modèle en Afrique. Ce n'est pas un hôpital. C'est pas du tout un hôpital. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que nous soignons des malades. Nous n'avons aucun malade dans notre service. Nous avons des lits, mais c'est des lits pour faire reposer les personnels qui sont en astreinte. Donc, c'est un service de coordination essentiellement. Il coordonne l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre des urgences. Et quel rôle le Centre des opérations d'urgence sanitaire joue-t-il dans la riposte contre le Covid-19 au Sénégal? Voilà. Quand vous avez un événement de santé publique qui survient, donc le Centre des opérations d'urgence peut être activé. On parle de l'activation du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Et l'activation du Centre des opérations d'urgence est faite par le ministre de la Santé, qui va décider que quand un événement de santé publique a une portée nationale ou internationale, il active le centre. Et quand on active le centre, il y a un certain nombre d'obligations pour nous, c'est-à-dire de mettre ce qu'on appelle un système de gestion des incidents. C'est-à-dire c'est une unité de coordination qui regroupe l'ensemble des acteurs. Donc c'est pas que nous au centre qui coordonnons, mais nous recevons d'autres staffs du ministère de la Santé et même d'autres secteurs et des partenaires sous un organigramme qui est bien structuré, qui est presque un organigramme militaire, avec ce qu'on appelle un incident manager et des sections qu'on met en place. Et donc, c'est cette unité de coordination qui va mettre en commun l'ensemble des forces, mutualiser les ressources pour pouvoir répondre à l'événement. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour les pays. Et ça permet aussi pour les pays d'avoir le leadership de la réponse. Parce que ce qu'on peut voir souvent dans les pays, c'est que c'est les partenaires qui arrivent et c'est eux qui coordonnent, c'est eux qui vous disent où est-ce que vous devez vous asseoir, qu'est-ce que vous devez faire. Et nous, ça, c'est ça un peu, c'est ce centre qui permet pour le pays de prendre le leadership de la réponse et de dire comment les choses doivent se passer. Parce que les équipes qui composent ce centre sont des personnes qui ont été formées dans les grandes écoles, dans les pays, et qui ont eu aussi à s'éprouver dans d'autres crises, dans d'autres pays. On n'est plus loin, comme dit en introduction de cette émission, on n'est plus loin du chiffre de 300 personnes contaminées au coronavirus au Sénégal. Une partie de l'opinion estime que vous ne donnez pas les vraies estimations. Nous ne donnons pas d'estimation, nous donnons les chiffres, et nous donnons les vrais chiffres. J'ai l'habitude de dire que on ne peut pas cacher ces genres de maladies. Quand vous avez des maladies infectieuses de ce type Ebola, type coronavirus, vous ne pouvez pas jouer avec l'opinion sur les chiffres. C'est pas possible parce que ça va vous exploser dans les mains. C'est pas possible. Parce que vous avez besoin de voir tous les malades, de voir, comment on dit, tous les contacts, de les tracer pour mettre fin à l'épidémie. Donc aujourd'hui, les chiffres que l'on donne
c'est des chiffres vraiment à jour. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que M. le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, depuis le début, il a donné le tempo. Le ministère donne exactement tous les chiffres. Et ça, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun chiffre qui est caché. Ce qui fait dire à certains que vous ne livrez pas les bons chiffres souligne par exemple que les tests effectués sur la population sont infimes. Vous effectuez moins de 200 examens virologiques par jour sur 16 millions de Sénégalais. C'est que nous n'avons pas 16 millions de Sénégalais malades. Je pense que dans les stratégies de gestion des épidémies, nous avons pris notre stratégie. Notre stratégie, c'est quoi dans le cadre du testing? C'est de tourner autour des personnes qui sont infectées. C'est ça le principe. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Je pense qu'aucun pays n'a les moyens de tester l'ensemble de la population. C'est pas possible. Donc, il faut avoir une stratégie dans le diagnostic. Et cette stratégie, c'est de faire un ring autour de la personne qui est positive. Et nous, ce qu'on fait, c'est on teste les personnes qui sont autour de ce qu'on appelle ces contacts, et principalement les contacts à haut risque, et toutes les personnes qui sont suspectes. Donc, c'est pourquoi, effectivement, à peu près, on tourne autour de peut-être 200, une centaine de prélèvements par jour. Mais c'est une stratégie quand même qui est bien claire, qui est bien définie, qui est bien pensée, et qui aujourd'hui, même toutes les personnes qui ont des symptômes, parce que nous avons élargi notre définition de cas, parce que nous avons ce qu'on appelle une définition de cas. Quand vous avez une maladie, vous devez dire à votre personnel de santé quels sont les types de personnes que vous pouvez prélever. Au départ, on parlait beaucoup de notion d'importation. On n'a plus cette importation, donc nous avons ouvert notre panel de définition de cas, parce que maintenant, nous avons des personnes qui peuvent être infectées en étant dans ce pays, en voyageant pas. Oui, l'émergence de cas communautaires, on va y revenir, mais justement, avec l'existence de cas communautaires, ces cas qui concernent les personnes qui ne savent pas d'où est-ce qu'ils ont été contaminés. Justement, un test généralisé, c'est vrai, ça a ses limites, presque impossible. Il faut beaucoup de logistique, beaucoup de moyens. Mais des tests à une plus grande échelle pourraient éclairer tout le monde de l'ampleur ou pas de la maladie au Sénégal, non? Non. On peut pas fonctionner comme ça. On peut pas aller dépister tout le monde. Ça se fait pas dans les maladies. Il faut forcément, nous ciblons. Pas tout le monde, peut-être le maximum possible. Mais nous le faisons parce que déjà le fait de, comme je dis, de tourner autour des personnes qui sont infectées et de tester aujourd'hui, si on va par exemple sur Louga, nous avons eu beaucoup de positifs parce que tout simplement le maximum de contacts a été testé dès le départ. Et ça, c'est très important. Ça vous permet de cerner tout de suite le cas et des contacts qui sont autour. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle on parle souvent de tests de diagnostic rapide. Certains en parlent, il faut faire un dépistage de masse, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OMS ne le recommande pas. Tous les tests qui actuellement de diagnostic rapide qui sont sur le marché ont une efficacité qui avoisine les 30%. Donc c'est même dangereux de l'utiliser parce que si vous le faites, vous allez passer à côté de beaucoup de personnes qui sont positives. Et donc aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est la PCR, que l'Institut Pasteur utilise, que l'IRSF utilise, qui nécessite un prélèvement, qui prenne un peu plus de temps pour le faire, mais c'est un examen qui est extrêmement fiable. Donc il nous permet de pouvoir au moins, si on dit que sa personne elle est positive, on est certain. Si elle est négative aussi, on sait qu'elle est certaine. Donc l'approche de dépistage de masse, il faut vraiment relativiser. Si demain, on avait par exemple des tests de diagnostic rapide qui étaient validés par l'OMS, ça va aider parce que ça vous permettra de faire des stratégies avancées dans des zones, de pouvoir faire ce qu'on appelle presque un pré-test de personnes et après, derrière, pouvoir faire ce qu'on appelle la PCR dans un cadre beaucoup plus profond. Et vous avez combien de personnes à tester là actuellement? Il vous reste combien? En fait, c'est tous les jours. Ça évolue. Comme je dis, c'est en fonction des cas suspects que nous avons. Donc, toutes les structures de santé du Sénégal, des tests sont faits. C'est-à-dire, aujourd'hui, ici, dans une case de santé, dans un poste de santé, jusqu'à Kédougou, ils voient un malade et que ce malade réponde à ce qu'on a appelé, nous, la définition de cas. Cette personne est prélevée et son échantillon est envoyé dans les laboratoires. Donc, on ne peut pas en préjuger sur le nombre de tests qu'on va avoir. Donc, et aussi, nous faisons des tests sur ce qu'on appelle les contacts à haut risque, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact direct étroit. Souvent, c'est des personnels de famille ou des collègues professionnels qui ont été en contact d'un cas positif. Donc, plus de 20 cas par transmission communautaire au Sénégal. Vous dites quoi au sein de la cellule de riposte? Que c'est grave? Ça ne nous surprend pas. Ça nous surprend pas. Je pense que moi-même, dans mes échanges, je disais toujours il faut faire attention à ces cas communautaires.
Mais ce qui est sûr, c'est que le virus maintenant circule dans le pays. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et que forcément, il y a, dans une épidémie, peut-être on ne peut pas cerner tout le monde. Peut-être ces personnes sont peut-être rentrées, on peut développer la maladie sans faire de signes très évidents. On guérit, on peut contaminer d'autres personnes. Donc après, le cycle de transmission se perd. Donc c'est des cas effectivement sur lesquels il faut prêter attention. Et ça, c'est important. Et je voudrais vraiment qu'on ne stigmatise pas des quartiers. Souvent, on entend parler Keur Massar et autres. Et je dis toujours, ces personnes qui sont des cas communautaires, est-ce que c'est à Keur Massar qu'ils sont infectés? Peut-être qu'ils sont venus travailler à Dakar et ils sont infectés. Donc, il faut prendre en considération que le virus circule partout dans le pays. Et c'est pourquoi les mesures de distanciation sociale, tout ce qu'il y a comme mesures d'hygiène qui sont édictées, que les personnes doivent les respecter. Mais n'allons pas dans une stigmatisation d'une région ou d'une zone. Mais ayons à l'esprit que le virus est en train de circuler et il est impératif de rompre la chaîne de transmission. Et pour rompre cette chaîne de transmission, c'est nous, les populations, qui devrons vraiment prendre toutes nos responsabilités et adopter toutes les mesures pour que cette chaîne se rompe. Maintenant, c'est vrai, nous surveillons de très près parce que nous avons quand même une stratégie autour de ces cas communautaires où nous faisons une investigation poussée, recherchons les contacts. Mais également, nous avons une partie scientifique où on fait ce qu'on appelle le séquençage du virus. Ces genres de virus, on peut les séquencer, en tout cas au laboratoire, et voir un peu ce virus appartient à quelle famille. Est-ce que par rapport aux autres virus qui circulent, il y a un lien? Donc ça peut permettre aussi, avec un certain recul, de pouvoir rattacher certains cas à d'autres cas qui existent réellement, même si on n'a pas un contact direct avec ces personnes. Vous avez soulevé un point de communication, de votre communication, et ça, ce sont les personnes qui nous suivent, qui vous interpellent sur notre page Facebook. Ils demandent s'il ne faut pas indiquer justement et précisément les localités où il y a de nouvelles contaminations pour permettre à la population de savoir et de faire attention. Je pense, j'insiste, je pense que je suis pas très sûr que ce soit très utile. Aujourd'hui, si nous-mêmes nous disons, quand on dit un cas communautaire, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'origine de l'infection. Donc, c'est vrai, le diagnostic se fait sur une personne qui habite une zone. Donc, le fait de dire que c'est telle zone, pour nous, ça n'a vraiment pas trop d'intérêt. Ce qui est important, c'est que chaque Sénégalais, en tout cas, chaque personne vivant sur ce territoire... Si vous ne dites pas, les gens vont chercher, les médias vont chercher et vont trouver. Mais ça ne nous pose pas de problème. Pour nous, ce n'est pas un axe de communication. L'axe de communication est plus large. C'est-à-dire de chacun prendre compte. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites, par exemple, c'est à la Médina, tout le monde dit, oh, Médina, ils ont des problèmes. Moi, peut-être j'habite à Fann Résidence, je pense que ça n'existe pas chez moi. Non. Il y a un mix, il y a un brassage, les gens circulent à Dakar. On n'a pas confiné les gens. Donc, ce qui est plus important, c'est de vraiment porter l'accent sur les mesures qui ont été les conseils, distanciation sociale, le port de masque, l'utilisation d'alcool gel. Et vraiment ça, si on arrive à le faire, on pourra rompre. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit très utile, même sur les nombres de cas. On peut y penser, c'est pas très utile, en tout cas pour nous, dans notre approche, d'insister sur ça. La ville de Touba est passée par toutes les émotions depuis l'apparition du nouveau coronavirus dans notre pays. D'épicentre de la maladie au Sénégal, Touba est passé à 0 cas avant d'enregistrer ce qu'on appelle un cas communautaire. Quel enseignement faut-il en tirer? Sur Touba, c'est vrai que c'était presque au début, on a eu notre plus grand cluster au niveau de Touba, où on a sur une contamination 25 personnes qui sont liées à la contamination. Donc avec un cas communautaire qui est apparu, qui était de 26e personne, nous avons encore aujourd'hui un nouveau cas communautaire sur Touba. Donc nous sommes à 27 cas au niveau de Touba. Déjà, si on analyse le premier cas communautaire qu'on avait eu, c'est une personne qui est sortie guérie. Le travail a été fait au niveau du district de Touba, au niveau de la région médicale, et vraiment avec l'appui extrêmement décisif de la population, à commencer par les chefs religieux, les mouvements de femmes, de jeunes, qui sont vraiment investis pour qu'on arrive à vraiment maîtriser. Donc, ce cas communautaire n'a pas développé de contact positif. Donc, c'est extrêmement important. Donc, et l'ensemble des personnes qui étaient liées à ce cas sont sorties du contact. Et aujourd'hui, on a un nouveau cas communautaire. Donc, c'est un nouveau cas communautaire qui est en train d'être investigué, effectivement, pour lequel nous n'avons pas de lien
directs avec des cas confirmés, en tout cas pour la série des 26 cas de Touba. C'est juste pour dire qu'il faut qu'on continue à être très très prudent. C'est-à-dire, cette maladie, il y a des aspects qu'on ne maîtrise pas entièrement. Et on doit continuer à garder nos réflexes. Il ne faut pas qu'on dorme un peu sur nos lauriers en pensant que, au Sénégal, les cas ne sont pas si importants, le taux de guérison est important et qu'on peut se relâcher. À tout moment, une contamination peut se faire. Dès que les cas communautaires s'installent dans un pays, c'est là où vraiment que le combat commence. Et donc, il faudra qu'on puisse renforcer en tout cas notre engagement par rapport à toutes ces mesures de protection. Pour nous allons continuer à adopter la même stratégie. Donc, c'est un cas actuellement qui est en train d'être investigué. La personne est prise en charge au niveau du centre de traitement. Les contacts sont identifiés. Ils seront tous mis en quarantaine, suivis. Et on espère que cela suivra la même évolution que lors des premiers cas. Le fait de communiquer justement, vous communiquez beaucoup et à outrance sur les cas de guérison qui ont augmenté d'ailleurs ces derniers jours, justement, ça pourrait pousser à se dire, j'indexe plutôt la population qui se dit, c'est rassurant, les autorités sanitaires maîtrisent la situation, ça peut être source de relâchement. Tout à fait. Ça peut être l'effet revers, le fait d'avoir un taux de guérison assez important. Bon, pour nous, en tout cas, praticiens, ça, c'est quand même très motivant, c'est quand même rassurant. Avec les équipes qui travaillent durement depuis plus de 6 semaines, c'est vraiment un motif de satisfaction. Mais c'est vrai que dans le cadre de la communication, il faut vraiment qu'on mesure la chose. C'est pas parce que nous avons un taux de guérison important qu'il faut négliger cette maladie. Il y a des cas graves. Ce que l'on voit en France, aux États-Unis, en Italie, c'est pas du cinéma, c'est de la réalité. C'est des choses qui peuvent arriver. Au début, nous n'avions aucun cas grave. Et nous avons commencé à les avoir. Nous n'avions pas eu de décès, nous avons commencé à les avoir. Donc, il faut rester très, très vigilant. Le fait d'avoir des guérisons, pour nous, c'est une excellente chose, c'est une bonne chose. Parce qu'aussi, il y a une stratégie qui a été mise en place de très tôt détecter les personnes, de mettre tous les patients positifs dans les centres de traitement, de les suivre. Ça aide. Et donc, ça peut aussi rassurer les gens en disant que même si moi j'ai cette maladie, je peux être prise en charge et j'ai des fortes chances de guérir. Mais ce qu'il nous faut, c'est de ne pas avoir de contamination. Nous, si on a 0 contamination, 0 nouveau cas, c'est ça qui nous satisfait, mais pas les 100% ou 149% de 50 et quelques % de guérison. Justement, quand on prend l'exemple de Louga qui devient une énorme préoccupation, le Covid-19 a fait une entrée spectaculaire dans cette région cette semaine. Ça renseigne encore sur le caractère archi rapide de la transmission. Mais tout à fait. Quand on parle de contact, déjà, je le répète encore, quand on parle de contact, c'est des personnes qui peuvent éventuellement développer la maladie. Aujourd'hui, sur Louga, c'est ce que nous avons. Toutes les personnes qui sont testées positives, c'est des personnes qui étaient en contact avec le cas index. C'est-à-dire la situation de Louga est un peu superposable à la situation que nous avions eue à Touba. Donc, il y a une contamination qui est rapide. Maintenant, aujourd'hui, la stratégie qui a été prise au niveau de Louga, c'est tout de suite de cerner et de prendre toutes les personnes qui étaient autour de ce contact et de les tester. Et donc, par exemple, hier, il y a plus de 40 personnes contacts qui avaient été prélevées et testées. Donc, c'est une stratégie pour nous. Et avoir de nouveaux cas sur Louga, je le répète encore, ça ne nous surprend pas, ça ne nous surprendra pas. Mais l'essentiel, ce qui est important, c'est que ça reste dans le groupe des contacts qui ont été identifiés. Le Sénégal a-t-il atteint son pic de contamination? Ça, c'est vrai que je pense beaucoup adore le terme de pic. C'est quand le pic, moi, personnellement, j'avoue que je ne peux pas parler de pic parce que il y a quand même un certain nombre de mesures qui ont été prises par le président de la République, pour lesquelles on a vu les effets. Aujourd'hui, on a une part de la contamination qui s'est éteinte complètement. Donc, l'importation et les cas secondaires qui sont liés à ces importations. Donc, aujourd'hui, nous avons c'est-à-dire le nombre de cas est relativement stable, mais quand même continu. Nous avons continué à avoir des cas. Donc, pour nous, on peut pas. Moi, personnellement, je ne peux pas m'avancer pour dire quand est-ce que va être le pic, parce que tout simplement, je pense qu'il y a des mesures qui interfèrent et qui permettent un peu de réduire un peu l'impact de cette épidémie. Aujourd'hui, si on arrive à vraiment continuer ces stratégies, aller dans le sens du dépistage, en tout cas du contrôle de tous les contacts, comme ce qui est fait, le confinement des contacts dans les hôtels, leur suivi régulier,
On pourra le faire, mais j'avoue que non. Moi, personnellement, je ne peux pas m'avancer sur la date d'un éventuel pic. Il n'y a plus de cas importés, vous l'avez souligné tout à l'heure. Il n'y en a plus depuis quelques jours. Conséquence ou pas de la fermeture des frontières aériennes sénégalaises, hein? Oui, c'est la conséquence, ça c'est clair, parce que toutes les personnes cas importés que nous avons, en fait, c'est aussi bien aériennes que les frontières terrestres aussi. Toutes les personnes qui venaient des pays endémiques, on n'a plus de cas. Maintenant, on a eu, c'est vrai, par exemple sur Kolda, des compatriotes qui sont venus de la sous-région et qui ont été mis en quarantaine au niveau de Vélingara et qui ont été testés positifs. Donc, même au niveau des frontières terrestres, toute personne qui rentre dans le territoire sénégalais est mise en quarantaine, est testée. Donc, ces personnes sont en train de suivre. On a vu nos compatriotes qui étaient venus des États-Unis qui ont fini leur quarantaine et parmi ces compatriotes, nous avons eu des personnes qui ont été testées positives. Donc cette stratégie de mettre en quarantaine toute personne qui rentre dans le territoire national, c'est une stratégie qui est payante. C'est-à-dire même si vous avez dans ce groupe des personnes qui sont contaminées, mais au moins vous évitez une contamination secondaire. Donc il reste en groupe, il reste isolé, sous contrôle pendant 14 jours, et ça restreint le nombre de contacts. Il y a cependant des autorisations spéciales accordées à des compagnies aériennes sollicitées par des États pour transporter des expatriés et des Sénégalais vers l'Europe et les États-Unis. Est-ce que ça, en cette période de forte épidémie, est-ce que ça se fait, ça ? Si, ça se fait. C'est ce qu'on appelle le corridor humanitaire. Il y a forcément un corridor humanitaire. Si vous vous rappelez, pendant l'épidémie Ebola, il y avait le corridor humanitaire au Sénégal. Même si le Sénégal avait fermé ses frontières, toute l'aide qui allait vers le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, passait par le Sénégal. Et donc c'est important. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont envie de rapatrier leurs ressortissants. Il faut leur permettre de rapatrier leurs ressortissants. Nous avons également des évacuations sanitaires qui se font. Nous avons souvent des demandes de pays de la sous-région qui veulent évacuer des personnes vers le Sénégal. Ça aussi, c'est des possibilités. Il y a les cargos qui arrivent. Donc, le transfert des personnes ne pose pas de problème, mais c'est encadré. Donc, c'est encadré. Et le personnel de bord navigant... Les évacuations sanitaires vers le Sénégal, ça veut dire quoi? Que le Sénégal abrite des malades du coronavirus? Non, pas du coronavirus. Pays. Non, c'est des malades qui ont d'autres types de maladies, peut-être certaines maladies cardiaques pour lesquelles il y a une prise en charge au Sénégal ou certains traumatismes. Donc dans la sous-région, il y a toujours eu quand même une évacuation vers le Sénégal. Et ça continue à se faire. Alors, vous parlez de corridors humanitaires, des États qui font évacuer leurs ressortissants établis au Sénégal par voie aérienne. Alors pourquoi on ne permet pas à ces dizaines de Sénégalais venus d'Europe par voie terrestre et bloqués aux portes du Sénégal, en Mauritanie principalement, sont-ils vraiment de potentiels porteurs du virus? Si oui, le système sanitaire sénégalais, il ne peut pas les prendre en charge? En tout cas, à ma connaissance, tous les Sénégalais qui sont à la frontière ont été intégrés, en fait, ont été acceptés sur le territoire sénégalais. Mais la condition, c'est de les mettre en quarantaine. Je sais qu'il y a, quand j'ai parlé c'était au début, il y en a qui sont toujours bloqués. De Kolda. Bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous, la recommandation que nous faisons, c'est que toute personne, quels que soient les motifs, c'est vrai qu'on peut-être ne peut pas empêcher à nos ressortissants de rentrer dans leur pays, mais il faut obligatoirement que ces personnes soient mises en quarantaine pendant 14 jours avant de pouvoir intégrer les familles. Ça, c'est vraiment le système peut le faire. Le système peut le faire. Parce que les absorber. Mais absolument. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, la mise en quarantaine demande quoi? C'est toujours tout juste un réceptif pour pouvoir les prendre en charge. Et après, la zone où ces personnes sont, notre système de santé, nous avons nos districts qui sont décentralisés et qui sont capables de pouvoir les suivre. Docteur Abdoulaye Boussa, un autre constat, les décès enregistrés par le Sénégal sont des personnes qui ont rendu l'âme dans le service des maladies infectieuses du CHU de Fann. Cela voudrait-il dire que les cas les plus préoccupants pour vous sont admis dans cet hôpital? C'est parce que tout simplement au niveau de Fann, il y a le service de réanimation à Fann. Et que donc, nous avons un service de réanimation, le service actuel de réanimation de la cardiologie dans Fann, qui nous sert pour les malades graves. Donc, tous les patients qui ont un tableau clinique particulier, qui peut se décompenser, des personnes qui ont des maladies sous-jacentes, préférentiellement sont mis à Fann. Et quand il y a un souci, en tout cas quand l'état de santé de la personne se dégrade, cette personne est transférée dans le service de réanimation. Donc c'est pourquoi, effectivement, on peut penser avoir plus de personnes graves au niveau de Fann et expliquer un peu les cas de mortalité se sont exclusivement passés dans l'hôpital de Fann. Ces personnes décédées du coronavirus au Sénégal, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'avez pas pu les sauver? Je pense que
tout le personnel médical, je pense, c'est déployé. Hein. Tout a été fait pour sauver ces personnes. Mais comme on dit, après, il y a des situations où c'est un peu difficile. Et je pense que l'équipe a essayé de faire le maximum dans le service de réanimation pour prendre en charge ces personnes. Mais à un moment, il était après difficile de pouvoir faire plus. Donc, on remet tout dans les mains de Dieu et voilà. On se résigne à ça, mais tout ce que je sais, c'est que les moyens étaient là, parce que je peux dire que le service de réanimation, j'espère que les gens auront l'opportunité de visiter ce service de réanimation qui n'a rien à envier à aucun service de réanimation d'ici ou d'ailleurs. Quand la famille de Feu Pape Diouf, l'une des victimes sénégalaises du Covid-19, quand sa famille avait sollicité son évacuation vers la France, vous n'êtes pas opposé, ce sont les droits du malade, de ses oui. proches. Vous n'avez pas essayé de leur conseiller de le garder ici? Non. Je pense que dans ces cas, quel que soit le malade, si le malade fait un vœu de vouloir évacuer, de vouloir sortir dans une structure de santé, c'est son droit le plus absolu. Donc, s'il y a un consentement de la famille qui est signé, les conditions de transfert réunies, et dans ce cas-là, l'ensemble des conditions de transfert étaient réunies avec un avion médicalisé, une équipe médicale qui vient le prendre, nous ne nous opposons jamais. Ça, je pense que nous n'avons même pas le droit de le faire. La délicatesse, parfois aussi, dans certains états vitaux du patient. Mais ça, c'est une question qu'on traite entre praticiens. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'équipe médicale qui vient, quand même, discute avec l'équipe médicale sur place. Il y a des personnes qui sont intransférables. Et ça, c'est pas parce qu'on veut être transféré. Donc, tout dépend de l'état du patient. Il y a des situations où le malade est intransférable. Et quand le malade est intransférable, vous ne pouvez pas le transférer. Avez-vous des nouvelles de cette personne atteinte du coronavirus au Sénégal, évacuée dans son pays d'origine, la France, et sur sa demande, comment il va? Nous avons appris ce matin, malheureusement, que cette personne est décédée. Et donc, c'est l'information que nous avons reçue venant des structures de prise en charge de ce patient. Oui. Ouais. C'est une grosse info que vous nous donnez. En France et ailleurs dans le monde, on a décidé du confinement total pour stopper la chaîne de contamination. Le Sénégal n'est toujours pas à ce niveau d'épidémie. Moi, je dis non, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de confinement. La France est à plus de 150 000 cas aujourd'hui. Nous sommes à 278 cas. Les profils épidémiques ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises sur l'interdiction des manifestations publiques, sur le couvre-feu. Ça a quand même un impact. Sur la fermeture des frontières, ça a un impact. Et je dis toujours que cette épidémie est dynamique. Les mesures aussi vont être dynamiques. Les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant, nous l'évaluons, donc en fonction de la situation de tous les jours. Et ce que nous savons aussi qu'on pouvait dire aujourd'hui, et le président de la République nous l'avait dit lors des conseils présidentiels, il est à l'écoute des techniciens et des praticiens. Il a évoqué ce samedi quand il lançait la distribution des vivres à l'endroit des populations démunies avec cette crise difficile pour tout le monde. Il dit si ça persiste, qu'on ne respecte pas les recommandations des spécialistes, on va vers ça. Mais il le dit en filigrane, le président. Mais non, et je pense qu'il nous l'a répété. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas une décision qui peut ne pas être prise. Il dit que pour protéger les Sénégalais, s'il faut le prendre, il faudra prendre cette décision. En tout cas, nous-mêmes, si à un moment de l'épidémie, nous pensons qu'il faut confiner tout le monde, c'est une forte recommandation que nous allons faire. Quand nous avons dit qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on ferme nos frontières parce que ça devient difficile avec l'importation des cas, ça a été fait et ça a eu un effet. Donc, ce sera pareil. Donc, aujourd'hui, si un confinement doit être fait, si ça doit être de manière sectorielle dans un quartier, dans une région ou à l'ensemble du pays, ciblé, mais c'est des choses qui se feront. Mais il faut qu'on l'applique à la réalité épidémiologique. C'est pas parce que tel pays ou tel pays a fait cela qu'on va le faire. Quand même, nous avons nos réflexions, nous avons notre analyse à faire, et les décisions seront prises sur la base d'éléments objectifs. C'est vous les spécialistes qui indiquez aux décideurs comment il faut faire, c'est ça? En tout cas, ils nous écoutent. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Parce que dans le cadre de ces genres d'événements, il ne faut pas mettre l'émotion devant. Il faut vraiment être très réaliste et analyser la situation avec froideur. Et ce que nous faisons tous avec l'ensemble des collègues, l'ensemble des secteurs qui sont impliqués dans cette réponse. Et le traitement, la chloroquine que vous continuez à appliquer sur vos patients, les patients sénégalais du coronavirus? Oui, le traitement a été introduit. Je pense que le professeur Seydi et son équipe
ont beaucoup développé sur la question. Donc aujourd'hui, c'est sur l'ensemble de nos sites de traitement, c'est un produit qui est utilisé. Et comme on dit toujours, c'est une étude qui est encore là. On ne peut pas beaucoup s'avancer. C'est vrai que quand on voit le nombre de guéris, on peut se poser la question, mais on va être quand même très prudent par rapport à cela. La chloroquine fait partie d'un arsenal thérapeutique, donc c'est pas que la chloroquine qu'on donne à nos patients. Donc il y a d'autres médicaments qui sont donnés à ces patients. Et pour le moment, en tout cas, ce protocole thérapeutique semble donner de bons résultats. Ce qui explique ce taux de guérison assez important au Sénégal. C'est vrai aussi, en sachant aussi que nous avons, comme je dis, nous n'avons pas eu beaucoup de cas sévères. Il y a une prise en charge qui s'est faite de manière précoce. La prise en charge se fait dans un milieu hospitalier. Donc tous ces éléments aussi peuvent expliquer ce taux de guérison important. Un gros débat mondial, le traitement par la chloroquine. Malgré la réserve de certains spécialistes, au Sénégal, on écoute le docteur Seydi, le professeur Seydi et ses équipes, c'est ça? Oui, nous avons besoin d'écouter... Pas d'interprétation, pas de... Non, parce qu'en fait, la chloroquine, nous connaissons la chloroquine. Le service de maladie infectieuse de Fann, je pense que la chloroquine, peut-être nous qui sommes un peu moins vieux, mais moins jeunes aussi, avons pris cette chloroquine en prophylaxie contre le palu. Donc, c'est un médicament qui est connu. Et ça aurait été différent peut-être si c'était un nouveau médicament qu'on ne connaissait pas. Mais l'hydroxychloroquine est connu. Donc, pour non seulement ses contre-indications, ses indications, ses effets secondaires. Donc, si aujourd'hui on arrive à cerner l'ensemble de ces questions, en tout cas, en termes de bénéfice-risque, je pense que le bénéfice est beaucoup plus important. Et il y a aussi, docteur Bousso, cette grosse question sur les réserves en chloroquine au Sénégal, le stock. Insuffisant pour beaucoup. Vous dites quoi aujourd'hui qu'on en a suffisamment? En fait, il y a un stock. J'avoue que je ne peux pas m'avancer sur le stock exact, mais je sais qu'il y a un stock actuellement disponible au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Nos centres de traitement, nous avons un stock qui nous permet de le mettre dans le protocole thérapeutique de tous les patients. Et je pense qu'il y a une réflexion par rapport à l'industrie pharmaceutique qui était au niveau du Sénégal et qui produisait la chloroquine, de voir comment cette structure aussi pourrait reprendre ses activités. Oui, qui avait envoyé au chômage ses salariés. On n'a pas l'impression, ou c'est établi que les Noirs, en tout cas les Sahéliens, résistent à ce virus, résistent mieux que d'autres? Ça se dit pas? Non, je pense on peut même pas le dire, parce qu'aujourd'hui aussi, quand vous voyez aux États-Unis, il y a beaucoup de Nord-Africains des Afro-Américains qui meurent du virus. Donc le caractère racial, à mon avis... Le système immunitaire quand même différent des... Oui, mais je pense qu'il y a... C'est vrai que c'est aussi... Je ne peux pas aussi l'avancer de manière formelle, mais je pense qu'on ne peut pas avancer sur le caractère racial. On ne peut pas avancer sur le caractère racial. Il y a peut-être d'autres facteurs qu'il faudra qu'on étudie. Cette maladie, il y a beaucoup de questions sans réponse avec cette maladie. Et je pense qu'on le verra avec les études qui ont commencé à être menées, mais la question de race ne peut pas être mise devant. Oui, justement parce que ce virus, on dit qu'il change, qu'il mute. Est-ce que ce virus, d'où il est parti de Chine, est-ce que c'est le même qu'on a au Sénégal? C'est le même. Normalement, c'est le même parce que c'est les Chinois qui ont donné les séquences génétiques pour pouvoir les tester. Donc, et tous les pays utilisent la séquence génétique des cas de la Chine pour faire le test. Donc, maintenant, des mutations peuvent exister, une différenciation qui peuvent être vues dans les séquençages génomiques, mais globalement, c'est le même virus. Le docteur Abdoulaye Bousso, le patron du cours, c'est notre invité devant le grand jury d'RFM ce dimanche. On va parler du port du masque. Faut-il l'imposer à tout le monde, le généraliser? Le président de la République a encore insisté sur cela, mais de façon formelle et légale, le gouvernement n'a pas encore décidé de ça. C'est vrai qu'il y a toute une discussion, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le port du masque, en tout cas la recommandation, on devrait aller vers la recommandation du port du masque pour l'ensemble des personnes qui fréquentent les endroits publics. Je pense qu'aujourd'hui, les marchés, les supermarchés, les transports, le port de masque va aider. Et moi, je dis que c'est un confinement personnel que nous allons faire. Et c'est important aujourd'hui dans la lutte pour pouvoir rompre cette transmission communautaire, rompre cette transmission épidémique, cette transmission de la maladie. Le port de masque peut aider. Et il pourra aider, je pense, grandement pour les pays, en tout cas pour nous, des pays africains qui auront peut-être plus de difficultés à aller vers un confinement total.
Quand on regarde le nombre de cas de contamination qu'on a au Sénégal, parce que l'état d'urgence a été décrété, rallongé par le président de la République, avec un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Ce couvre-feu-là, docteur, les contaminations que vous avez, c'est des contaminations de jour ou de nuit? Ça, malheureusement, je ne peux pas dire si on a des contaminations de jour ou de nuit. Hein. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, à part les cas communautaires pour lesquels nous n'avons pas on n'a pas la source de la contamination, mais la majorité de nos cas, c'est des cas qui ont été en contact avec des personnes qui ont été positives. Donc, que ce soit le jour ou la nuit, peut-être on va analyser cet aspect de l'impact, c'est un peu le fait qu'on ne circule pas le soir. Mais pour le moment, non, c'est pas une question sur laquelle on s'est arrêté. Le 4 mai, c'est la date de la fin de l'état d'urgence actuel. Vous, personnellement, vous attendez à ce que ça soit levé totalement ou partiellement? Moi, je dirais partiellement. Parce que c'est pas très évident. Il faudra que vraiment qu'on soit patient. Je pense que même le DG de l'OMS l'a dit, hein, même si on n'est pas trop en faveur des restrictions, mais aussi les mesures qui ont été prises, il ne faut pas les lever brutalement. Et que même si on arrive au 4 mai, on verra en fonction de l'évolution. On a encore un peu de temps d'ici le 4. Mais s'il y a des mesures peut-être à prendre, ce sera des mesures graduelles. Hein. Ce sera crescendo qu'il faudra il faut aller en deçà progressivement. Mais juste le 4, dire après le 4, tout le monde reprend ses activités normales, ça, je ne suis pas très sûr qu'on y arrivera. Après le 4 mai, les enfants ne pourront pas retourner à l'école, les mosquées ne pourront pas être... Non, c'est ça que je dis, c'est-à-dire les décisions pourront être prises progressivement, tout dépend. Tout dépend de la situation épidémique du Sénégal quand on atteindra le 4. Et après, on verra au cas par cas. Si vous avez vu les mesures au départ, on n'a pas fermé les écoles tout de suite. Donc on a commencé par des mesures. On n'a pas fermé les frontières tout de suite. Donc cette même prise de décision au départ peut être aussi faite à la fin. Et dire que peut-être on commence par lever certaines interdictions jusqu'à ce que l'activité puisse reprendre complètement. Les enfants, dans le monde contaminé au Sénégal au Covid-19, très peu d'enfants, il y a eu le bébé du cas 0 de Touba qui s'est vite remis. Comment l'expliquer, l'absence d'enfants parmi les personnes contaminées au Sénégal? Il y a une explication fixe, scientifique là? Non, on a quelques enfants qui sont contaminés et globalement, souvent on dit que les enfants sont asymptomatiques. Et même en Europe au départ, la grande crainte, c'est que c'était les enfants qui contaminaient les sujets âgés, parce que dans des pays, par exemple, comme l'Italie, où il y a beaucoup de sujets âgés qui étaient en contact avec les enfants, c'est ces enfants qui transmettaient le plus souvent cette contamination. Mais j'avoue qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de scientifique qui dit pourquoi pas les enfants. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, chez nous, on a une moyenne entre 45 55 ans, où on a un pic de personnes qui sont touchées. On a quelques enfants, on a aussi des personnes âgées, de 80, voire même plus, qui sont touchées. Mais comme je dis, on a encore beaucoup à apprendre et je pense que dans les petites semaines, les mois à venir, on y verra plus clair sur un peu les tranches d'âge par rapport à l'infection de ces groupes. Le docteur Abdoulaye Bousso, l'invité du grand jury, vous êtes un ancien conseiller technique numéro 1 du ministère de la Santé, sous Marie Colsec, l'ancienne ministre de la Santé. On a vu cet appel à candidature lancé par le ministère pour le recrutement de personnel de santé, pour renforcer les équipes de soignants en cette période d'épidémie, avec des contrats de 6 mois qui sont proposés. Les syndicats crient au scandale. Vous savez, dans ces périodes d'épidémie, on a quand même besoin de personnel. Je pense que pour les Sénégalais, c'est moins de les prendre. C'est peut-être de dire, est-ce qu'on devrait prendre des gens pour une durée de 6 mois. Mais recruter pour 6 mois, pour des gens qui pourraient servir le système, laisser un rade de façon conjoncturelle, les recruter avec ce type de contrat-là. Vous savez, nous sommes dans une situation d'urgence. Et dans cette situation d'urgence, il faut qu'on règle le problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas être dans un débat de le comment, le pourquoi. On est dans une situation d'urgence. Nous avons besoin de ressources humaines pour régler cette question. Et nous avons l'obligation de le faire. Maintenant, en termes de moyens, il y a les ressources humaines dont nous avons besoin. Nous faisons, même dans le cadre de notre coordination au niveau centre des opérations d'urgence, nous faisons appel à du personnel. Nous avons besoin de personnel. Nous avons des volontaires même qui viennent nous rejoindre pour travailler avec nous. Donc aujourd'hui,
faisons focus sur la mission que nous avons de mettre fin au coronavirus. Et je pense que tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, ces personnes, il faudra, pour le système de santé, il y a un déficit qui est important. Je pense que ça, on le répétera jamais assez. Mais pour la question du coronavirus, je pense que le débat ne doit pas être posé comme cela. Parce que ces personnes, nous en avons besoin. Nous avons besoin de renforcer les districts qui sont touchés. Nous avons besoin de renforcer les équipes de prise en charge dans les centres de traitement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit attendre? Bon, nous sommes obligés de les prendre. Maintenant, après, je pense que le ministère de la Santé, en tout cas le ministre de la Santé, est bien conscient de ça, aussi bien le président de la République. Et on espère vraiment que ces personnes qui seront prises dans le cadre de cette maladie, qui vont forcément développer une expérience, nous allons quand même les garder dans notre système. Une bonne nouvelle pour eux. Peut-être, cette épidémie a davantage montré comment notre système il est défaillant, le système de santé sénégalais. En tant qu'officiel, en tant que pratiquant, on préfère vous mettre votre casquette de pratiquant. Le système sanitaire sénégalais, malgré des ressources des ressources humaines de qualité, il est ce qu'il est. Non, on ne peut pas. Je pense qu'aujourd'hui, au vu des résultats que nous avons dans le cadre de cette épidémie, je pense qu'on est très loin de dire que le système est défaillant. Au contraire. Aujourd'hui, y a-t-il un problème de prise en charge des patients? Y a-t-il un problème de diagnostic? Non, il n'y a aucun problème de diagnostic. On n'est pas débordé comme dans d'autres pays, heureusement. Oui, mais pourquoi on n'est pas débordé? Parce que des mesures ont été prises. L'État, le gouvernement, les professionnels de santé, l'ensemble des acteurs se sont impliqués. Nous n'avons pas attendu, comme d'autres pays, d'attendre d'être débordés pour réagir. Donc aujourd'hui, nous avons un système, et notre système est résilient. C'est-à-dire ce système, les patients qui ont été pris en charge ne gênent pas l'activité des services. Les autres services continuent à fonctionner. Et ça, c'est très, très important dans le cadre de ces épidémies. Parce que souvent, quand ces événements de santé publique surviennent, on met en pause l'ensemble des programmes. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal. Donc aujourd'hui, malgré les difficultés que nous avons, je pense que le système de santé a montré sa capacité de gérer. Et sa capacité de gérer presque seul. Je pense que vous avez en face de vous que des Sénégalais qui sont là, qui ont une expertise et qui sont capables de les gérer. Et donc, au contraire, je pense que cette épidémie a montré vraiment la capacité du système de santé, la capacité du personnel de santé. Je pense que M. le Président de la République l'a très bien vu, le ministre de la Santé, et c'est pourquoi il y a tous ces programmes d'investissement sur le système de santé pour pouvoir renforcer le système de santé, parce qu'on sait qu'avec plus de moyens, ce système de santé sera encore beaucoup plus performant. Le même président de la République, il a indiqué il y a quelques semaines que les services d'urgence sont terriblement affectés par un manque de performance dans tous les hôpitaux du Sénégal. Il a cité un seul hôpital dans le pays, à Dakar principalement, qui respecte le minimum en la matière, l'hôpital principal de Dakar. Vous dirigez le centre des opérations d'urgence sanitaire du Sénégal. Comment faut-il faire pour améliorer ces services-là, ces SAU comme vous les appelez? Je pense qu'au-delà du SAU de l'hôpital principal, on a d'autres SAU qui fonctionnent très bien. Si vous allez à l'hôpital général de Grand-Yoff, c'est un SAU qui tourne extrêmement bien. C'est un des meilleurs SAU de ce pays. Je dis même pas un ancien de cet hôpital. Je suis un ancien de cet hôpital. C'est pas parce que je suis un ancien de cet hôpital que je le dis, mais c'est une réalité quand même. Le service, il y a beaucoup d'efforts. Si vous visitez aujourd'hui l'hôpital général de Grand-Yoff, vous allez voir un peu tout ce qui a été mis comme moyen, l'engagement du personnel pour prendre en charge les personnes. Je sors de Dakar, je vais à Kaolack, pareil. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un effort qui est fait. Il est vrai que tous les moyens ne sont pas disponibles, mais en termes de formation, il y a un DU en urgence qui a été mis en place. Des anesthésistes sont formés, des chirurgiens, parce que c'est tout un ensemble. Maintenant, après, on peut aller sur la capacité litière. Et ça, c'est quand même vrai. Il n'y a pas assez de capacité litière au niveau du pays. Et lors de notre conférence call avec le président il y a quelques jours, l'instruction a été donnée de renforcer les capacités hospitalières du pays en même construisant des hôpitaux de niveau 4, qui sont vraiment des hôpitaux top niveau qui seraient en mesure de pouvoir prendre en charge parce que la plupart des affections et éviter les transferts. Mais voilà, je pense que l'effort va continuer à se faire au niveau des hôpitaux, mais quand même, si on voit un peu nos hôpitaux, j'ai l'habitude de dire peut-être on voit toujours le mauvais côté de l'hôpital. C'est quand il y a un problème qu'on parle de l'hôpital. Mais imaginez qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui fréquentent nos hôpitaux. Tous les jours, tous les soirs. Vous ne les entendez pas. C'est peut-être un malade, il y a un souci, on en parle. Mais aujourd'hui, quand même, je pense que vous avez la chance de voir les autres pays qui nous entourent, le système hospitalier. Moi, j'ai la chance de visiter la plupart de ces pays, voir le système hospitalier. Le système de gestion des urgences,
je peux dire qu'il m'arrive d'aller dans des pays où je dis, il ne faut pas que je tombe malade ici. Très honnêtement. Il faut se comparer au meilleur, c'est le meilleur baromètre peut-être. Non, c'est le meilleur baromètre, mais avec les moyens que nous avons aussi. Parce que je dis ça, c'est important. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va... On doit les avoir. Mais les moyens sont en train d'être en place. Si aujourd'hui on voit ce coronavirus, cette épidémie, moi je dis que c'est une opportunité pour nous, secteur de la santé. Déjà pour montrer que nous sommes capables de faire des choses. Nous sommes capables de faire face à des situations difficiles, mais également à l'autorité, les plus hautes autorités de ce pays, de voir aussi qu'il y a nécessité d'investir encore sur ce système de santé. Et je pense que ça, tout le monde est d'accord. Et aujourd'hui, on parle de beaucoup de milliards des programmes d'investissement. Et c'est quelque chose qui se fera, disons, à moyen et long terme. Mais nous restons optimistes qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris l'importance d'investir dans la santé. Du point de vue médical, du point de vue infrastructure, du point de vue moyen financier, quel est l'enseignement ou les enseignements que vous tirez de cette crise sanitaire en tant que spécialiste? C'est déjà de pouvoir disposer de structures pérennes, en tout cas bien équipées en termes de prise en charge. Et aussi, je pense que c'est l'expérience de tirer une leçon sur la manière même qu'on construit nos hôpitaux, en tout cas les nouvelles constructions. Parce que si on prend l'exemple de ces types de maladies infectieuses qui sont assez particulières, où il y a des règles vraiment très, très rigoureuses sur l'isolement des gens entre les cas confirmés, les cas suspects, un plan de circulation, même l'architecture, il faut repenser l'architecture de construction de nos hôpitaux. Donc ça, c'est un élément important. Et aujourd'hui, je pense que nous avons déjà commencé, en tout cas le ministre a donné des instructions pour que des centres spécialisés soient construits sur un certain nombre de structures, dans certaines structures hospitalières. Après, c'est effectivement la formation des personnels de santé. Et ça, c'est aussi très important de capaciter les personnels de santé et également de renforcer les moyens disponibles. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à cette maladie, je dis, nous avons là une chance énorme, c'est que au début, tout le matériel de protection qu'on utilisait, c'est du matériel qu'on avait depuis Ebola. Donc, c'est important aussi de pouvoir avoir ce qu'on appelle des stocks de sécurité. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des équipements de protection, vous avez du mal à l'avoir à l'extérieur, même si vous avez des ressources. Donc, pensons, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est une bonne leçon apprise, à pouvoir avoir nos stocks de sécurité disponibles dans le pays. Et ainsi, on pourra faire face à tout événement qui pourrait arriver. À la pointe de cette exigence-là, de cette lutte pour être à ce standard-là, à la pointe de ça, il y a le ministère de la Santé. Tout à fait. Et je pense que le ministère de la Santé donne le tempo. Aujourd'hui, le ministre de la Santé, je pense qu'il est au devant de cette lutte. Hein. C'est lui qui mène les troupes et il motive les troupes et nous donne les moyens aujourd'hui de pouvoir faire notre travail. Donc pour cela, je pense qu'il y a tout à fait d'accord. Et je pense qu'il le fait bien. Ce débat sur il faut un spécialiste à la tête du ministère de la Santé. Moi, je dis, il faut un leader, en fait, à la tête du ministère de la Santé. C'est simplement ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup, hein, peut-être qu'en tant qu'ancien syndicaliste, on le disait toujours. Mais on a vu aujourd'hui, même dans le cadre de cette crise, je peux le dire, hein, des fois, je dis au ministre, des fois, on dirait qu'il comprend mieux que certains, même spécialistes de santé publique, qui des fois mettent de l'émotion un peu dans les actions. Donc, c'est moins ça. Il faut vraiment un ministre qui puisse écouter, surtout écouter les techniciens qui sont dans ce ministère. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est les techniciens qui après, peuvent montrer la voie ou mener vers les succès. Donc, il faut quelqu'un quand même qui ait cette intelligence de pouvoir écouter les techniciens de la santé et aussi avoir le leadership de pouvoir conduire les troupes. Abdoulaye Diouf Sarr est-il un bon ministre de la Santé? Pour le moment, je pense qu'il est un bon ministre de la Santé. Je pense que on le voit. Hein. Je pense que si aujourd'hui, c'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance c'est mon deuxième ministre de la Santé. Je suis très proche, je peux le dire, du professeur Omar Kolsek, avec qui j'ai travaillé dans son cabinet. On était ensemble pendant Ebola. On a vu comment les choses fonctionnaient, son leadership. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre situation qui est très complexe aussi. Une pression extrêmement importante, c'est des questions de sécurité nationale et je pense que, en tout cas pour nous qui sommes au niveau des centres des opérations d'urgence sanitaire, nous n'avons vraiment pas de difficultés et je pense qu'il a l'écoute et qu'il vraiment prend les décisions actuellement pour nous permettre d'arriver à un bon résultat. Ce cas évacué du Sénégal vers son pays d'origine, vous nous informez dans cette émission qu'il est malheureusement décédé, ce patient. Comment on va le comptabiliser? Parce que jusqu'ici, dans votre décompte, vous dites toujours 2 décès au Sénégal.
Techniquement, on le comptabilise comment, ce patient finalement qui a rendu l'âme dans son pays? Techniquement, on le comptabilise en France. On ne peut pas le comptabiliser au Sénégal parce qu'il n'est pas décédé sur le territoire sénégalais. Il est tombé malade ici? Il est tombé malade ici. C'est quoi le standard C'est comme ça, c'est le lieu de décès. Ouais. C'est le lieu de décès. C'est comme si vous me dites, un malade, il a commencé sa maladie en France, on le diagnostique au Sénégal. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme pendant Ebola, on a quelqu'un qui s'est contaminé en Guinée, qui est arrivé au Sénégal. On le comptabilise au Sénégal. C'est ce qu'on appelle les cas importés. Donc, quand on exporte, entre guillemets, quand on fait une évacuation, donc, dès que c'est évacué, c'est pris en compte dans les comptes du pays. Cette crise sanitaire, Dr Abdoulaye Bousso, vous a également mis au devant de la scène sur un autre plan, plus people, les Sénégalaises qui vous apprécient et qui le disent sur les réseaux sociaux. Ça vous déconcentre pas? Non, du tout, ça fait sourire, mais bon, mais j'aimerais bien plus qu'on se concentre sur ce que je dis. Mais bon, ça fait sourire, ça me fait beaucoup sourire, mais bon. Mais je pense que globalement, le message que nous avons pas seulement moi, mais de l'ensemble des personnels de santé, c'est des prières, c'est des messages de soutien. Et aussi, peut-être, les gens sont stressés, et peut-être ça aide un peu à déstresser, mais quand même, n'oublions pas les discours plutôt qu'autre chose. On a tellement besoin de vous, docteur, restez concentrés. On va rester concentré. Le docteur Abdoulaye Bousso était notre invité. Il est le directeur du COUS, le Centre des opérations